Bonsoir. Bonsoir à tous. J'ouvre cette séance de conseil municipal du 13 novembre. Voilà, je remercie les élus qui sont présents. Nicolas, fait tous les élus donc. Nicolas, notre secrétaire de mairie. Je remercie le personnel technique qui nous permet de diffuser cette séance. Je ne remercie pas le public puisque la salle est vide, mais je tiens à remercier vivement tous ceux qui, derrière leur écran, prennent le temps de suivre nos débats, s'intéressent à notre travail. Voilà, donc je dois donner lecture de l'ordre du jour, du conseil municipal que nous avons tenu le 15 octobre 2020. L'ordre du jour était le suivant. Fixation du taux de la part communale de la taxe d'aménagement, fixation des loyers et charges des locaux communaux, programmation 2021, coupe et vente de bois à l'ONF, suppression d'un poste, demande de subvention de la SPA, accompagnement de la DEFPAT pour une réflexion sur le devenir du site de Mergieux, désignation d'un conseiller à chacune des 4 commissions thématiques, formation des élus, déclaration d'intention d'aliéner des biens soumis à droit de préemption urbain. Et nous avions, au niveau des informations, la délocalisation et tenue définitive des séances de conseil municipal, nouvelles dispositions techniques, entrée dans le capital de la SPL de l'Office de tourisme communautaire, adhésion au club des plus beaux villages de France, prise de poste à la bibliothèque et enfin études sanitaires et environnementales sur le secteur minier de Villefranche. Voilà, nous allons passer aux signatures. Les spectacles sont interdits. Les spectacles sont interdits. C'est gratuit. Pourquoi tu ris pas? Non. Voilà, donc pour cette séance d'aujourd'hui, qui veut bien être secrétaire de séance? Fabrice, merci. Donc, voici l'ordre du jour. Décision modificative numéro 1 sur le budget de la commune. Avenant de travaux à la résidence VVF de Puech-Moutonnier. Achèvement de la procédure de reprise des concessions en l'état d'abandon. Modification d'un poste à la maison du gouverneur. Autorisation de vente au déballage et cirque. Définition des tarifs. Convention signalétique d'information locale, la CIL.
participation communale à la SPL de l'Office de tourisme communautaire, participation communale au service régional des transports, motion sur l'ouverture des commerces dits non essentiels. Et en information, nous aurons le maintien d'un service minimum à la bibliothèque en période de confinement. Voilà, donc pour le premier point, décision modificative numéro 1 sur budget commune, je donne la parole à Jean-Régis qui va le présenter. Voilà, alors ce point est un simple point de modification, d'affectation de compte sur le budget initial 2020. Le CIEDA a versé pour 12 807 euros pour un équipement donc, sur l'opération Cœur de Village. Et cette somme a été inscrite au compte. Alors, ça va être assez compliqué, mais au compte C1318, qui est le compte de subvention d'équipement transférable. Or, il aurait été plus judicieux d'inscrire cette somme, donc 12 807 euros, au C1328, subvention d'équipement non transférable. Ça permet de ne pas amortir cette somme. Donc, ça ne modifie en rien l'ensemble du budget qui a été voté, l'ensemble du budget initial qui a été voté. C'est simplement un jeu d'écriture pour passer du 1318 au 1328. Donc, je vous demande, enfin, monsieur le Conseil est appelé à voter cette modification, ce transfert de 12 807 euros. Voilà, s'il y a des questions. Pas de questions, on peut passer au vote. Qui se prononce pour cette modification? D'accord, bien. Tout le monde, donc je vous remercie. Le deuxième point concerne l'avenant de travaux à la résidence BBF de Pêche-Moutonnier. Et c'est Suzanne qui va nous le présenter. Oui, alors déjà pour information, c'est que les travaux ont repris, que pour le moment ça avance bien et qu'on croise les doigts pour que ce soit vraiment terminé au 31 mars. Mais voilà, on est obligé de délibérer ce soir parce que il y a des avenants en plus-value pour la poursuite des travaux de la tranche 2. Et donc, il convient de valider des devis relatifs à des travaux supplémentaires liés notamment au désamiantage et à la prolongation de la durée du chantier. De plus, il convient de présenter au vote les avenants dits avenants Covid-19 présentés par certaines entreprises directement impactées par la crise sanitaire. Enfin, il conviendra aussi d'appréhender le cas particulier lié à une annulation d'une partie du marché initial par un lot de travaux. Alors, les travaux supplémentaires et prolongation de la durée du chantier, c'est en raison des travaux de désamiantage. Certains lots de travaux ont dû modifier leur devis en incluant les travaux supplémentaires selon les prix du marché. Les devis sont... les devis, je peux vous les présenter si vous voulez, mais je vais vous donner le numéro du lot, l'entreprise et le coût. Alors, le lot numéro 3, c'était la SAS SICOB, donc c'est charpente et bois. C'est notamment des travaux supplémentaires pour le bâtiment PMR. Et donc, l'avenant numéro 2 en hors taxe est de 13 759,63 €. Soit 16 511,56 € TTC. Alors, je continue les lots ou vous préférez voter à chaque lot? On peut continuer les lots et voter l'ensemble, si vous voulez. Voilà. C'est une opération d'ensemble. Hein. C'est une opération d'ensemble, oui. Oui, c'est sur le même... c'est sur les mêmes travaux. C'est sur les mêmes travaux. Sur le même chantier. Oui, enfin, chantier. Alors, il y a au lot numéro 6... la SARL PMA, donc c'est plâtrerie et isolation,
Alors, il y a eu des travaux supplémentaires sur les logements et le bâtiment PMR qui s'élèvent à 22 713 € hors taxe. Donc, la même entreprise, il y a eu des travaux supplémentaires sur les logements pour 15 570,84 € en hors taxe. Et donc, ce qui fait un total de travaux supplémentaires de 38 284,25 € hors taxe, soit un total en TTC de 45 941,10 €. Après, il y a eu le lot numéro 14 avec la SARL STR VRD. C'est la réalisation de voiries supplémentaires. Et là, il y a eu pour un montant hors taxe de 2 411,50 € et soit un TTC de 2 893,80 €. Donc après, c'est pas terminé. Donc il y a eu des avenants à cause de la Covid-19. Alors, il y a eu sur le lot numéro 6, la SARL PMA, plâtrerie isolation, qui nous facture 4 166,67 € hors taxe, ce qui fait 5 000 € TTC. Il y a eu la SARL Perna, dans le lot numéro 8, c'est plomberie chauffage. Donc pour un montant pareil de 4 166,67 € hors taxe, donc 5 000 € TTC. Et au lot numéro 12, la SARL Poussou, c'est des peintures, qui nous facture 2 520 €, ce qui fait un TTC hors taxe, ce qui fait un TTC de 3 024 € hors taxe. Et après, on a eu sur le lot numéro 3, une annulation d'une partie du marché. Donc c'est pour la SAS SICOB, charpente et bois. C'est donc de l'isolation qui a été supprimée pour un montant quand même de 204 431,23 € hors taxe, soit un total de 245 317,47 €. Et donc, un avenant pour frais d'annulation en plus-value pour 500 €, puisque c'était donc du travail en moins et pas une petite somme. Mais donc, il nous facture quand même pas une somme trop importante Pour l'annulation. voilà, pour l'annulation. Voilà. Alors, je ne sais pas si... Est-ce que Il y a des vous avez questions, des questions par parce rapport que si vous voulez à voir cette présentation? si vous voulez voir les devis, le détail, parce que là, c'est les sommes totales, je les ai là. Si vous voulez, je peux vous les faire voir après, si vous voulez. Jean-Régis demandait la parole. Oui, Suzanne, la SICOB, il y a une moins-value d'un peu plus de 200 000 €. Ça correspond à quelle annulation de travaux? Alors, c'est de l'isolation en soubassement. Donc, c'est par rapport au PMR, je pense. Et c'est l'explication que j'ai eue, parce qu'en fait, c'est pas nous qui avons pris cette décision, ça a été pris avant nous. Ça concerne de l'isolation. Et moi, je tiens à rappeler que sur certaines factures, je trouve les montants complètement fantaisistes. Je parle entre autres des deux factures, des deux avenants qui correspondent à des sommes concernant la Covid-19, donc les mesures à prendre sur la Covid-19. Deux entreprises tombent sur miraculeusement la somme de 5 000 € TTC. C'est complètement fantaisiste et ça ne correspond en rien à la réalité. Donc je sais qu'aujourd'hui, on est un petit peu coincé parce qu'on veut faire avancer les travaux, mais je demande à ce qu'on
se rapproche de M. Boyer, architecte, et du SPS pour qu'il valide la totalité des mesures et le montant de ces mesures. Oui. J'ai déjà exprimé ça, mais je trouve ça... Enfin, je pense que je vais voter bien sûr ces avenants pour ne pas bloquer les travaux, mais je pense qu'on doit considérer ces avenants comme des plafonds et qu'on doit pouvoir renégocier par l'intermédiaire de M. Boyer, mais également par l'intermédiaire du travail du SPS, de façon à minorer ces montants. Oui, c'est possible. Mais Perna, si tu veux, il y a aussi il y a le Covid, mais il y a aussi du stockage. Il a dû stocker du matériel parce que bon, ben, ce chantier a pris du retard. Hein, et donc c'est inclus aussi dans ce prix, en fait. Ce n'est pas que du Covid. Ça dépend du Covid quand même. Mais ça dépend du Covid quand même. Voilà. À la très grosse louche, j'ai assisté malheureusement à une seule réunion et j'ai bien vu que les entreprises sortaient ça de leur chapeau, sortaient ces sommes-là de leur chapeau d'une façon complètement fantaisiste. Oui, mais enfin, ils ont quand même des frais supplémentaires. Pas sur ces montants-là. Et c'est vrai aussi que, bon, si on refusait ça, ça veut dire que les entreprises aussi se déchargent. Et s'il y a un problème sur le site de Covid, la commune pourrait en être responsable. Donc, oui, ça a un coût. Ouais. Moi, je suis d'accord, tout à fait d'accord avec toi, Jean-Régis. Moi, je suis pour voter cette délibération, en considérant que ces sommes sont des sommes effectivement maximum et qu'on va les régler sur présentation de factures détaillées, bien entendu, pour pas... moi, je ne veux pas donner un chèque en blanc aujourd'hui. C'est vrai que je trouve quand même drôle que deux entreprises qui interviennent sur des travaux différents, avec des structures différentes au niveau entreprise, etc., et comme par hasard, tout à coup, les mêmes tarifs de Covid. Ben, parce qu'ils l'ont calculé à la journée et au nombre de personnes qui travaillent. Et ils tombent sur les mêmes sommes. On va vérifier. Et dernière intervention, je me suis rapproché d'un architecte qui réalise beaucoup de gros travaux pour la région Occitanie, sur des montants de travaux de cette importance, voire largement supérieurs. Et il me dit que la Covid représente quelques centaines d'euros seulement sur des entreprises et sur des lots bien plus importants. Donc c'est pour ça que je réagissais. Oui, voilà. Effectivement. Donc, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Donc, est-ce que on peut... Qui est d'accord, qui est pour l'adoption de cette délibération telle que présentée par Suzanne? Très bien, mais je vous remercie. Nous allons passer au point suivant, achèvement de la procédure de reprise des concessions en état d'abandon. C'est Alain qui va nous le présenter. Alors, le Code général des collectivités territoriales autorise les communes à reprendre une sépulture familiale centenaire ou perpétuelle ayant plus de 30 ans d'existence, dans laquelle aucune inhumation n'a eu lieu depuis moins de 10 ans et qui présente un état d'abandon constaté 2 fois à 3 ans d'intervalle. Les textes précisent que cet état est apprécié par le maire et fait l'objet de 2 constats contradictoires avec les familles à 3 ans d'intervalle. Ce qui a été fait, le premier constat date du 27 mars 2017 et le deuxième constat a été fait le 24 septembre 2020. Alors, si vous le désirez, je peux vous donner les noms, le numéro d'emplacement qui font partie de cette tranche de concession abandonnée. Donc ça risque d'être un peu fastidieux, mais je m'y lance. Donc pour le cimetière de Najac, c'est numéro 77, 193, 194, 215, 216, 218, 219, 248, 249, 256, 259, 260, 265,
293, 320, 346, 347, 354, 357, 365, 369, 370, 372, 393. Et en ce qui concerne le cimetière de Mazerolles, c'est le numéro 1, 21, 23, 26, 31. Voilà ce que j'avais à vous dire. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, quelle est la délibération que nous avons à approuver? Ben, je vais vous la lire. D'accord, merci. Par délibération en date du 13 novembre 2020, le Conseil municipal a décidé la reprise des concessions de plus de 30 ans laissées dans un état d'abandon définitif. Les procès-verbaux réglementaires ont été réalisés, le premier constat, le 27 mars 2017, le deuxième constat, le 24 septembre 2020. La liste des concessions concernées par cette opération est présentée en annexe. Le Conseil municipal, dû l'avis favorable de la Commission des finances, après en avoir délibéré à l'unanimité, décide la reprise de ces concessions, autorise Monsieur le maire à accomplir toutes les formalités subséquentes, fait en séance les jours, mois et ans, donc quand ça sera voté, mais pour l'instant, ce n'est pas voté. Voilà. Moi, je me réjouis qu'on puisse récupérer des concessions, pardon, parce que nous avons des demandes de personnes qui résident à Ajac depuis des années et qui n'avaient pas prévu. Donc, nous allons pouvoir satisfaire leurs demandes, sachant que je pense à la prochaine réunion, sûrement, nous serons à même de adopter ici un règlement pour les cimetières. Il n'en existe pas aujourd'hui et c'est absolument nécessaire pour toute une série de raisons qu'on exposera lors du prochain conseil. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur ce thème-là? Régent Régie. Juste une précision technique. La procédure précise qu'il y a eu un constat contradictoire avec les familles. Ça a pu être fait pour l'ensemble des lots. C'est-à-dire qu'à chaque constat, il y a un courrier qui est envoyé par la mairie. D'accord. Ils viennent ou ils viennent pas. Voilà. D'accord. Ok. Et nous avons respecté tout à fait les dates parce que nous n'avons pas pu passer cette délibération au mois d'octobre parce que c'était trop juste. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, qui est pour l'adoption de la délibération telle que présentée par Alain? Ben, je vous remercie. C'est encore Alain qui va nous présenter le prochain point, modification d'un poste à la maison du gouverneur. Alors donc ça concerne la seule personne permanente qui reste à la maison du gouverneur, qui à l'heure actuelle est agent d'accueil et de médiation, et qui, du fait du gel du poste de cadre A, va être amené à avoir des responsabilités plus élargies. Donc, je vous propose de voter pour un nouveau contrat pour cette personne, qui sera engagé à compter du 1er janvier 2021 en qualité d'assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques. Elle sera contractuelle. Le contrat est pour une durée déterminée de 36 mois, allant jusqu'au 31 décembre 2023. En ce qui concerne la grille indiciaire, elle sera en catégorie B, indice brut 397, indice majoré 361, le salaire brut étant de 1691,66. Il faut savoir que cette personne travaille à 80%. Voilà. Si vous avez des questions. D'accord, donc c'est la suite de la décision que nous avons prise la dernière fois, donc de supprimer le poste de directeur cadre A. Et donc, il y a effectivement nécessité de revaloriser le poste de la personne qui s'en occupe maintenant, pour l'instant toute seule. Voilà, donc, pardon.
Oui, vas-y. Je pourrais rajouter quelque chose. Pardon. Nicolas l'a dit. Donc c'est une création de postes, mais qui a tout statutairement, c'est une création de postes, alors qu'en fait il s'agit d'une modification. Voilà. Et ça engendre un nouveau tableau des effectifs. Donc vu que ça doit être amené à être voté, à être approuvé, donc je vais vous en faire la lecture du nouveau tableau des effectifs, donc des agents permanents. Voilà. C'est-à-dire que n'entrent pas dans ce tableau les agents donc, qui ne sont pas permanents. Donc pour la filière administrative, donc là il n'y a pas de changement, c'est toujours 5 personnes, 2 rédacteurs, 2 adjoints administratifs principaux de 2e classe et un adjoint administratif. Filière technique, 6 agents, un adjoint technique principal de 1re classe et 5 adjoints techniques. Là non plus, pas de changement. Filière territoriale médico-sociale, c'est une ATSEM, principale de 2e classe, et donc la filière territoriale culturelle, avec donc cette création d'assistant territorial du patrimoine, au nombre de 20. Voilà pour le tableau des effectifs. D'accord, merci Nicolas pour cette précision. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer au vote sur cette délibération. Pardon. Alain ou Nicolas, c'est elle qui veut travailler à 80%, c'est ça? Oui. Ouais. C'était Et une de toute façon, demande. elle Travaillait déjà à 80%. Il n'y a pas de changement. D'accord, ok. D'accord, ça ne l'intéressait pas de reprendre un temps plein. D'accord, donc on peut passer au vote. Qui est pour l'adoption de cette délibération? Très bien, je vous remercie. Le prochain point à l'ordre du jour concerne l'autorisation de vente au déballage et au cirque notamment, et la définition des tarifs. C'est Fabrice qui nous le présente. Alors, le Trésor public nous a demandé de différencier l'occupation du domaine public entre les exposants du marché dominical et les professionnels de la vente dite au déballage, et les manifestations telles que les cirques. C'est pourquoi le conseil municipal est amené à définir les tarifs d'occupation. Alors, il faut délibérer sur le tarif de la place au mètre linéaire par jour d'occupation que nous proposons, enfin qui était jusqu'à maintenant en fait à 2 € le mètre linéaire à la demi-journée. Nous proposons à la demi-journée, donc nous proposons à 2,50 € le mètre à la journée et 4 € pour l'électricité, qui était déjà valable avant. C'était ce qui était sur les marchés dominicaux à la demi-journée. Sachant que voilà, la vente au déballage, c'est au mètre linéaire du camion, par exemple, qui vient déballer sur la place d'El Bari. Plutôt que prendre une demi-journée, lui qui reste une journée, on le valide à la journée. Donc voilà, il y a une proposition de 2,50 € le mètre linéaire. Le second cas, c'est pour le cirque. Du coup, c'est plus du mètre linéaire, c'est du mètre carré. Donc on est toujours sur du 2,50 € du mètre carré. Voilà, donc en fait, on peut lancer un débat sur le prix au mètre à la journée, mais voilà, c'est la proposition qui est faite. Donc, je vous propose de délibérer là-dessus, et je ne sais pas s'il y a des questions. Ouais. Non, pardon. Pour plus de précision, en fait, les cirques étaient calculés aussi au mètre linéaire. D'accord. Malgré le fait qu'ils prenaient aussi en largeur. Alors, vous avez possibilité de le changer ou pas. Voilà. Donc, restons sur le mètre linéaire. Ou pas. Donc, on reste sur du mètre linéaire, alors. On a pris que ce soit le mètre carré. Oui. Il y a-t-il des questions là-dessus? Sachant que Fabrice, ce tarif, c'est une fois installé, s'il reste 2 heures, le camion, c'est 2,50 € quand même. On est bien d'accord. On est d'accord, ouais. Parce que c'est une vente occasionnelle, c'est sur une journée, donc il paye à la journée. Voilà. Il n'y aura pas de prorata. On dit à la journée, mais il n'y a pas de prorata en fonction de leur présence.
Sinon, Ça peut, ça c'est à nous, après on peut en débattre, et c'est à nous de prendre la décision là. Si débat le 2 heures, nous on peut décider là maintenant de proposer 2 euros la demi-journée et 2,50 € la journée. Après on peut proposer un autre tarif aussi si vous le souhaitez. Voilà. C'est une proposition de 2,50 €. Maintenant on peut proposer aussi autre chose. Oui, ça me semble être un minimum, quel que soit le temps qui reste, quoi. Hein. D'accord. Il faut approuver, quoi. Sachant qu'on est moins cher que c'est moins cher qu'ailleurs. Hein. C'est pas avec ça qu'on va faire de la priorité, on est bien d'accord. Après, il n'y a pas des grosses demandes non plus. Donc c'est surtout là l'idée, en fait, c'est surtout de différencier, en fait, vu qu'on a voté en septembre la gratuité sur le marché dominical, c'est vraiment pour différencier les deux ventes, quoi. Donc du coup, et de le valider là pour le trésor public. Donc après, le tarif, c'est un peu symbolique, quoi. On est d'accord que ça concerne que le marché dominical. Ouais, c'est ça. D'accord. Oui, parce qu'après, les marchés nocturnes, c'est ça par rapport au marché nocturne, après c'est différent, c'est associatif. Donc c'est un autre cadre, c'est plus du ressort de la mairie. Par rapport à ça. Donc voilà. D'accord. Donc, il n'y a pas d'autres questions. Je mets au vote l'approbation au nom des tarifs qu'a proposé Fabrice. Qui est pour? Très bien, je vous remercie. Le prochain point concerne la convention signalétique d'information locale, ce qu'on appelle la SIL. C'est Philippe qui nous le présente. C'est la signalisation d'information locale. Pour ceux qui n'ont pas eu connaissance de ce dossier, je vais vous faire un petit laïus. Ça date de 2010, après le Grenelle de l'environnement. Une loi est prise, ainsi qu'un décret en 2012, pour réformer la publicité extérieure, tout en permettant l'utilisation de moyens nouveaux. Dans ce cadre, durant plusieurs années, la préfecture de l'Aveyron a mené campagne et lutte, entre guillemets, contre l'affichage publicitaire illégal sur les principaux axes routiers du département. En ce qui concerne Ouest Aveyron Communauté, ils avaient recensé 350 dispositifs illégaux. Donc en 2019, les panneaux ont été enlevés suite à un arrêté du préfectoral menaçant de verbaliser les personnes. Bon, il y a eu des cas vraiment abusifs, puisqu'il y a je peux citer par exemple la ferme de Daoudou. Elle avait des approbations pour les personnes handicapées parce que justement elle était signalée. Et on lui a fait enlever les panneaux, ce qui est illogique. Mais enfin bon, une fois ces panneaux enlevés, sinon c'était des amendes à plus de 200 € par jour, c'est sûr que tout le monde a enlevé ces panneaux. Mais pour pallier ces suppressions et pour laisser visibles les acteurs du territoire, il était normal qu'on élabore cette signalisation d'information locale avec l'accompagnement d'un bureau d'études qui a été désigné, c'est EGIS, dont notre correspondant est M. Gaillard. Le rôle, c'est d'informer, guider et d'orienter et de valoriser le patrimoine touristique, économique et culturel. Et qu'est-ce que j'ai mentionné, tout en restant homogène, c'est-à-dire que tous sous la même forme. Si je peux le... J'ai une copie là. Je ne sais pas si je peux le... Je me rapproche. C'est bon? C'est une charte graphique, c'est ça. Ouais. Ce sera sous ce modèle. Vous pouvez le faire passer aux élus. Donc tout sous la même forme, un idéogramme suivi de la dénomination du site. Ce sont des gîtes, restaurants, tout ce qui concerne, tout ce qui est beige, service, commerce, équipement public, tout ce qui est bleu, hébergement, restauration, tout ce qui est vert, c'est sport, loisirs, tourisme, vert, produits du terroir, tout ce qui est brun, c'est les monuments classés, patrimoine, artisanat d'art. Donc, suite à
à cette prise de décision. C'est chapeauté par Ouest Aveyron Communauté. Et le but aujourd'hui est de valider la convention de financement et de mandat entre Ouest Aveyron Communauté et notre commune en autorisant le maire à la signer. Parce que ça doit être transmis avant le 11 novembre. Le 16 novembre, pardon. En ce qui concerne les options, bon, on peut faire les pauses en régie, c'est-à-dire que la commune le gère, ou alors en entreprise. Je pense que le mieux c'est en entreprise, parce que je vois mal comment on pourrait poser tous ces... Sachant que tous les mâts sont payés par Ouest Aveyron, communauté. Nous, on règle tous les panneaux qui concernent tout ce qui est monument, enfin tout ce qui est intérieur village. Et le reste, les particuliers qui ont des gîtes, tout. Bon, on ne connaît pas le montant puisque suite à la convention, ils vont voir combien il y a de panneaux et le chiffre peut changer, quoi. Voilà. S'il y a des questions. Et donc pour les particuliers, tout est à leur charge, c'est ça? Le panneau. Ouais. Le panneau qui désigne. Et pas le main. Pas l'entreprise. La pose, non. Le panneau, c'est ce qu'ils appellent la lame. Oui, c'est ça, parce que Après, le main, c'est Ouest Aveyron. Le mât est pris en charge par la communauté. Alors, Ouais. pour des particuliers, là, pour des gîtes ou chambres Ouais, ouais. d'hôtes ou autres, la lame est payée par le particulier, Voilà. le mât est payé par la communauté de communes, Et la et la pose est payée par la commune. Par la commune. Voilà, la convention, elle définit D'accord. ces différents thèmes. Voilà. Alors, moi, personnellement, je trouve la convention enfin, intéressante, puisqu'il faut avancer sur ce sujet, mais ça me gêne quand même d'avoir à signer une convention sans connaître quel va être le coût, mais c'est... Bon, on verra au fur et à mesure, mais ceci étant, Philippe l'a rappelé, il y a quand même un gros souci sur la signalisation parce que Philippe l'a dit, à l'automne 2019, aux grandes dames des restaurateurs, etc., et des hébergeurs, la préfecture, sous peine de sanction, a fait enlever les panneaux existants, des restaurants, des gîtes, etc., des chambres d'hôtes, et la communauté de communes n'étant pas prête, ils ont passé tout l'été 2020, alors qu'on a eu un afflux de visiteurs et de touristes importants, ils ont passé l'été 2020 quasiment sans signalisation, ou alors ils ont un peu bidouillé, ils ont eu raison. Et là, il est urgent de trouver une solution pour qu'au printemps prochain, tout soit en place et bien fonctionnel, quoi. Voilà. Jean-Régis ? Oui, ma question est pour Philippe. Rejoignez celle de Gilbert, c'est on n'a aucune idée du prix de la lame et de l'impression. Qu'en est-il des premiers panneaux qui ont été déposés, je crois qui avaient été financés en partie par les propriétaires de gîtes, de fermes, etc. Ça, c'est en pertes et profits. Et donc... Ils ont été obligés à l'époque de les installer en plus. Voilà. Oui, tout à fait. Et puis le risque de monopole d'une entreprise est quand même un petit peu dommageable. Je sais. Bon, à nous à être vigilants aussi sur la question des coûts. Et qu'on fait confiance aussi à la communauté de communes. Oui, pour ça. Du coût et de la qualité des panneaux. Ouais. Oui, qui durent dans le temps. La résistance aux UV. Mathieu ? Par expérience, j'ai déjà fait financer, mais avec une association, ce type de signalétique. Après, je ne sais pas comment ça peut est-ce que ça peut se faire, est-ce qu'une municipalité peut le faire, mais la location, ça fonctionne. C'est-à-dire, est-ce que la mairie peut-être investir pour les commerçants, et ensuite, pour essayer aussi financièrement de diluer un peu tout ça, faire une location, et en plus de ça, ça permet aussi qu'il y ait une remise à niveau, à jour régulière des panneaux, parce qu'il faut savoir que les panneaux de signalétique sont souvent dégradés. Et il n'y a pas d'assurance d'ailleurs pour ça, en règle générale. Je ne sais pas si c'est le cas ici, mais... Alors, parce que là, on sortirait
de la convention, qui ne prévoit pas la location. Ouais. Ouais. C'est une bonne idée, mais elle n'a pas été envisagée, ou si elle a été envisagée, elle n'a pas été retenue. Il n'en a pas été question. Non. Le risque de la location, et j'ai eu également alloué des panneaux indicateurs pour une structure que je gérais. Le risque de la location, c'est que la communauté de communes refuse de financer les poteaux. Et donc, de les juger illégaux. De les juger. Enfin, même si on part sur les mêmes panneaux, ils risquent de ne pas vouloir financer. C'est ça. Okay. On est un petit peu coincé. Donc on est obligé d'avancer, quoi. Voilà, donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois que M. Delpech est vigilant. Pardon? Je crois que M. Delpech est vigilant. Oui. Parce qu'on est tous touchés. D'accord, donc je mets au vote l'approbation de cette convention, telle que présentée par Philippe. Qui est favorable? Qui est pour? D'accord, je vous remercie. Le prochain point concerne la participation communale à la SPL, Société publique locale de l'Office de tourisme communautaire. Et Suzanne va nous en parler. Oui, mais donc voilà, nous aujourd'hui on aura à délibérer pour savoir si on rentre au capital de la SPL. Alors la SPL, oui, la Société publique locale d'Ouest Aveyron Tourisme, donc c'est une société anonyme au capital de 37 000 €. Elle est domiciliée promenade du Guiraudet à Villefranche et elle est représentée par M. Quentin Bourdi dans sa qualité de président-directeur général. Il a été nommé à l'issue de l'Assemblée générale du 24 août 2020. À ce jour, la SPL, donc, elle est constituée de 2 actionnaires. Donc, Ouest Aveyron Communauté d'une part, qui détient 90 actions d'une valeur nominale de 370 €, soit 33 300 €. Et la commune de Villefranche-de-Rouergue, qui est détentrice de 10 actions d'une valeur nominale pareille de 370 €, ce qui fait 3 700 €. Et donc l'objet social de la société porte sur 4 points principaux. C'est mettre en valeur, gérer et exploiter tout équipement, site, monument et événement à vocation touristique, déployer une ingénierie touristique, c'est-à-dire structuration des filières, accompagnement des porteurs de projets, contribuer au développement, à la coordination et à la promotion de tout projet, programme et programmation à vocation culturelle et patrimoniale, concourant au rayonnement touristique et culturel du territoire. Donc c'est promouvoir le tourisme en gérant à la demande de tout ou partie de ses actionnaires des fonctions d'office de tourisme dont ils ont la compétence. Donc à titre de ces compétences, en matière d'action culturelle et patrimoniale, et fort de la nécessité de promouvoir de façon spécifique l'ensemble des richesses patrimoniales et historiques du village de Najac, je pense qu'on souhaite donc intégrer cette société publique locale d'Ouest Aveyron Tourisme et d'y confier une mission spécifique qui sera donc le programme annuel des visites guidées. Et donc pour intégrer la SPL, on propose le rachat de 10 actions, donc à une valeur nominale de 370 €, donc au total de 3 700 €. Et donc ça, c'est une chose. Et puis il y a aussi, il faut qu'on nomme une personne donc, qui représentera Najac au conseil d'administration de la SPL et donc qui sera aussi présent aux assemblées générales de la société, des actionnaires.
Donc je ne sais pas si on le vote si on fait 2 votes, une fois pour savoir si on veut intégrer et prendre des actions. Et la prochaine, et la personne, ben, moi je vous proposerai Gilbert, s'il est d'accord, d'intégrer. Donc voilà. C'est la même délibération de toute façon. Ben, c'est la même délibération, mais bon voilà. Donc on peut voter qu'une fois si vous êtes d'accord. Le principe d'entrée dans la SPL avait été déjà acté par la municipalité précédente. Il faut, puisque rien n'avait été fait dans les faits, il faut le revoter aujourd'hui. Et la somme de 3 700 € avait déjà été intégrée dans le budget que nous avions voté à la fin juillet. Voilà, donc je veux dire que les choses sont prêtes là-dessus. Moi, je vous propose de représenter la commune pour peser de tout notre poids, parce que, je l'ai dit à plusieurs reprises, et je le maintiens, je trouve que nous avons beaucoup perdu en visibilité depuis le rapprochement Najac-Villefranche-Villeneuve. Et donc, il faut que nous travaillions, et je compte bien m'employer, à redonner à Najac toute sa place et toute son image au sein du tourisme communautaire et local. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions spécifiques à ce sujet. J'aurais juste une petite question par rapport à cette prise de 10 actions. C'est une augmentation du nombre d'actions totales de la SPL? Non, non, non. Ça veut dire que la communauté de communes diminuera ses actions. Voilà. Ça correspond à... Pardon. Vas-y, j'enregistre. Non, c'est Virginie qui a commencé. Alors Virginie. Ça correspond... Enfin, pourquoi 10 actions? Et pourquoi... Enfin, je ne sais pas. Hein, oui, pour le moment, c'est comme ça. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'à l'avenir, s'il y a beaucoup de gens qui veulent rentrer au capital, eh ben, ça peut évoluer, mais pour le moment, c'est comme ça. Je pense que le principe, c'est la participation majoritaire, bien entendu, de la communauté de communes, oui. et 10 actions par commune qui souhaitent intégrer. Voilà. Il y a Saint-Antonin. Alors, il y aura certainement Villeneuve, et c'est Saint-Antonin, oui, oui. Une question très prosaïque. Le poste de président-directeur général de la SPL est-il un poste bénévole? Oui. D'accord. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, je mets au vote la délibération telle que présentée par Suzanne. Qui est pour? Très bien. Je vous remercie. Le prochain point concerne la participation communale au service régional des transports, et c'est Laurence qui va nous en parler. Donc effectivement, ça concerne la participation de la commune aux frais de transport scolaire organisés par la région. Donc il faut savoir que pour les enfants ayant droit pour ces transports, qui sont assurés par la région. Il y a une part payée par les familles qui était de 90 € l'année dernière, qui est passée à 45 € cette année. Ça, c'est des décisions propres aux services régionaux des transports. Et une part qui peut revenir à la commune et qui s'élève à 382 € par enfant ayant droit. Ce qu'on propose, c'est ce qui s'est pratiqué jusqu'à présent, c'est-à-dire de prendre en charge cette part communale pour les enfants qui sont scolarisés à l'école de Najac et au niveau donc primaire, maternelle, élémentaire, et pour les enfants qui sont scolarisés dans le secondaire, collège, lycée, ailleurs. Par contre, de ne pas prendre en charge cette part communale pour les enfants qui sont scolarisés en école primaire, en dehors de Najac,
puisque ça relève du choix des familles, mais qu'en tant que municipalité, on voudrait privilégier notre école et donc continuer à la faire vivre et donc ne pas prendre en charge la part communale pour les transports de ces enfants qui ne sont pas scolarisés dans l'école primaire de Najac. Donc ça d'une part, et d'autre part, puisqu'on est sur les transports, il y a une délibération qui date du 16 juillet 2018 et qui consiste à accorder une participation financière de la commune à hauteur de 250 € par an et par enfant, avec un plafond, je vous lis la délibération, hein, avec plafond communal à 2 000 € pour les enfants donc hors département et à scolariser sur la commune. Donc c'est une délibération qui date donc de 2018 et qui n'est plus valable aujourd'hui, donc que je vous propose d'abroger pour la raison que les enfants dont il est question, pour l'instant, en l'état actuel des choses, sont devenus ayant droit des transports scolaires. Donc ils rentrent dans le cadre normal, il n'y a pas à avoir une participation spéciale pour eux. En l'état actuel des choses. Donc je vous propose aussi d'abroger cette délibération qui n'est plus conforme à la réalité. Voilà. D'accord. Qui a des questions? Mathieu? Donc c'est 382 € pour les enfants donc, où la commune participe. Donc on ne participe pas pour les enfants qui partent, enfin qui vont dans une école extérieure à Najac, ça bon ok. Dans le primaire, hein. Primaire, d'accord, mais pour l'inverse en fait, ceux qui habitent pas à Najac, mais qui viennent à Najac, est-ce que c'est maintenu cette aide? Donc en fait c'est pour ces enfants-là, pour cette année, suite aux démarches qu'on a entreprises cet été, ces enfants ont été reconnus comme ayant droit du transport. Pour cette année, c'est comme ça que ça a été fait. Ok, c'est bon, parfait. Voilà. Donc Donc nous avons à voter pour ne pas payer pour les enfants du primaire qui vont dans d'autres écoles que celle de Najac, et en même temps pour abroger la délibération de juillet 2018. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, qui est pour cette délibération? Je vous remercie. Et nous arrivons au dernier point de l'ordre du jour, avant les informations. Il s'agit d'une motion sur l'ouverture des commerces dits non essentiels. Vous connaissez les dispositions qui ont été prises par le gouvernement suite à la remise en vigueur des consignes sanitaires, qui consistent à ne pas ouvrir les commerces qu'ils appellent non essentiels. Et plutôt que de vous expliquer, je vous donne lecture de la délibération que je vous ai envoyée précédemment à ce Conseil. À la suite de l'annonce de nouvelles mesures de confinement par le Président de la République, le Conseil municipal de Najac demande, avec force, de revoir sa position quant à la fermeture des commerces non alimentaires de proximité. Alors que la commune de Najac s'est engagée dans le processus visant à ramener le flux dans le village, notamment la revitalisation des marchés dominicaux, il convient aujourd'hui de soutenir tous nos commerces de proximité. Le premier confinement a été une rude épreuve pour les commerçants, artisans, producteurs locaux, qui sont les piliers de l'économie de notre territoire. Ce deuxième confinement, rendu nécessaire au regard de la situation sanitaire, ne doit pas fragiliser encore plus ces petits commerces. Les conséquences en seraient tout simplement désastreuses pour des entreprises déjà en difficulté. Il s'agirait bien sûr d'une catastrophe économique et sociale pour la vie de notre commune, mais également à l'échelle du territoire et du pays. Cela est d'autant plus injuste que, dans le contexte actuel, la raison d'être des petits commerces se justifie aujourd'hui plus que jamais. Ces entreprises de petite dimension,
entre parfaitement dans le cadre des préconisations des autorités sanitaires. Accueil simultané d'un nombre très limité de personnes, des clients répartis en plusieurs sites et pas regroupés en un seul lieu, des mesures barrières mieux respectées du fait de la proximité du responsable. Elles sont encore aujourd'hui prêtes à poursuivre leur activité en adaptant leur fonctionnement. Aussi, la fermeture des petits commerces apparaîtrait-elle totalement incompréhensible alors qu'ils sont justement l'échelon le mieux approprié pour lutter contre la propagation du virus. En outre, le conseil municipal considère que c'est une rupture du principe d'équité que d'interdire les ouvertures des commerces de proximité. Tout en restant dans le droit, en respectant les décisions prises par l'État et sans être dans la surenchère, nous, élus de Najac, demandons solennellement au gouvernement de revoir sa position quant à la fermeture des commerces de proximité non alimentaires. Nous demandons l'autorisation de réouverture de tous ces commerces en appliquant les règles sanitaires strictes. Il en va de l'équité économique et de l'avenir de notre territoire. Voilà donc la motion que je vous propose d'approuver. Je mets donc cette motion au vote. Qui est pour? Je vous remercie. Et ensuite, nous allons terminer par une information que va nous donner Alain sur le maintien d'un service minimum à la bibliothèque en période de confinement. Il s'agit du click and collect, du click et rapplique, du clico et prenne-loup. Et j'aurais voulu vous annoncer ce soir que tout était allait être lancé. Malheureusement, on a des petits soucis téléphoniques et d'internet à la bibliothèque qui nous empêchent de lancer encore cette opération. Mais sachez que Madame Roland, qui est la bibliothécaire, est très active et que nous allons pouvoir mettre en place ce système de clico et prenne-loup très bientôt. Je vous remercie. Tu pourrais le répéter à l'hôpital, s'il te plaît? Clico et prenne-loup. Clico et prenne-loup. Bon, j'ai un peu l'accent du Tarn, peut-être. Voilà, donc je vous remercie et je clôture cette séance du conseil municipal. Merci à tous. Claude, pardon. Question à poser, si c'est possible encore. Oui. Un genre de questions diverses un peu. Oui, vas-y. Notamment, je commencerai par rapport aux maisons de soins. Apparemment, ils ont un problème d'eau chaude, je ne sais pas si ça a été réglé. Ils ont un problème de peinture et ils ont aussi un problème de plaques. On leur demande, réglementairement, il faudrait qu'ils aient leurs plaques à poser quelque part. Et apparemment, ça avait été prévu de le faire en bordure de place. Alors, je ne sais pas si c'est où que ça en est. Comment? C'est un cours. D'accord, ok. Alors, donc, c'est la question qu'ils me posent régulièrement parce que, bon, il le leur faut. Voilà. Après, tant que j'ai la parole, j'ai entendu dire que dans le village aussi, il y a quelques habitants qui se plaignaient un peu par propos du village. Donc je ne sais pas comment fonctionne par rapport aux employés de mairie le matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va les voir pour leur indiquer les différents travaux à faire, ou bien est-ce qu'ils ont un responsable? Je ne sais pas comment ça fonctionne par contre. Est-ce qu'on peut m'éclairer? Là, c'est Sylvie qui s'en occupe. D'accord. Mais Claude, j'ai eu le message inverse. Plusieurs personnes sont venues dire qu'ils trouvaient que l'entretien du village s'était amélioré. Donc, il faut tempérer peut-être les avis des uns et des autres. Non, mais peu importe. Ça dépend des quartiers bien aussi. Peut-être aussi. On peut parler de remontée des... Oui. Moi, j'ai une question comme ils ne peuvent pas venir à cause. Pour le château. Ils demandent depuis plusieurs années l'installation de toilettes publiques à proximité de leur entrée, en haut. Alors bon, ça n'a pas été fait depuis... c'est vrai que ça a été demandé
au moins depuis 10 ans qui demandent ça. Ensuite, il y avait toujours le château, l'éclairage du chemin d'accès pour l'organisation de manifestations nocturnes. Je reporte tout ce qui est... Suppression des marches sur un des deux accès en haut. Pour l'accès aux artisans serait plus commode lorsqu'ils œuvrent hors saison. Ça donnerait la possibilité de navettes ou vélos électriques d'accéder jusqu'à l'entrée. Un accès plus confortable pour les handicapés accompagnants. Leur demande, c'est est-il possible de rencontrer prochainement avec le propriétaire ou les gérants, les rencontrer pour mener une réflexion autour de ces sujets. Oui, tout à fait, il faut le faire. C'est prévu, et il faut le faire, oui. Et ensuite, j'ai été rappelé par M. Tournier, il aurait adressé un courrier, je ne sais pas si on l'a reçu. Oui, pas récemment. Bon, apparemment, on va le recevoir sûrement lundi alors. Demandant à la mairie de se positionner par rapport à l'accès camion du carrefour Bonnefond vers l'entrée au terrain de la famille Tournier, sachant que M. Hart, conseiller départemental, s'est engagé à une aide pour épauler la mairie. Alors va-t-on répondre favorablement et soutenir leur projet qui crée de l'emploi, qui est soutenu par la région et qui générera de la taxe pour la commune? Mais bien sûr, moi j'ai suivi ce dossier depuis le début. J'en ai discuté avec M. Hatt qui est allé voir le conseiller général, donc qui est allé voir sur le terrain. J'en ai discuté encore ce matin avec M. Maratuèche qu'on a vu pour d'autres sujets, la sécurisation des abords de l'école là. Et tout à fait, donc, mais je n'avais pas été saisi de demande supplémentaire de M. Tournier. Et donc, il n'y a pas de souci. Le département est d'accord pour modifier avec nous les conditions d'accès justement en face du chemin de Bonnefond. Donc, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun souci quant au soutien de la commune, dans la limite de ce qu'on peut faire par rapport à une entreprise et un particulier. Moi, c'est concernant les commissions, j'ai des Najaco et Najaco qui m'ont demandé d'abord 2 questions concernant l'organisation. Est-ce qu'il est possible prochainement, ou est-ce qu'on peut le revoir, de peut-être le rendre public au moins, de savoir comment ils peuvent intégrer ces commissions, parce que c'est vrai qu'il y en a qui aimeraient peut-être un peu plus participer. Donc je voulais savoir si on pouvait réfléchir un peu là-dessus, parce qu'on avait déjà parlé au tout début pour l'organisation elle-même des commissions. Mais c'est vrai qu'on s'était dit, bon, il faut peut-être inviter des personnes non élues en fait, à y participer. Mais c'est vrai qu'il y en a, ils n'ont pas connaissance en fait, de l'organisation de ces commissions, donc je voulais avoir votre point de vue là-dessus. Si je peux donner un élément de cas, on a publié dans le Najagol, dans le numéro 0, il y avait une page là, sur la gouvernance, et notamment sur les commissions, les différentes commissions qui existent, et la possibilité de les intégrer en s'adressant selon la commission. Donc il faut se manifester et participer à telle ou telle commission. Voilà. Okay. La liste des commissions, elle est sur le site, elle est affichée en mairie, et elle était dans le Najagol. Et ensuite, il suffit de contacter la personne référente des commissions par mail, ou venir à la mairie, appeler. En précisant la commission, et même si c'est auprès de Fabienne fait suivre ensuite à la personne concernée. Alors, on communiquera l'information. Après, pour le fonctionnement actuel, il y a des difficultés par rapport à la Covid, et il n'est pas possible que des personnes non élues puissent assister en présentiel aux commissions. D'accord. D'ailleurs, voilà, c'est le point suivant, c'est concernant les participants non élus en fait, aux commissions. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est tout simplement normal pour moi que tout le monde puisse débattre, donner ses idées et participer, c'est évident. Par contre, c'est vrai que pour certaines commissions, à mon avis, je tenais moi à préciser qu'aujourd'hui, il ne faut pas que ce soit les non-élus en fait, qui travaillent pour la commission ou pour le compte de la commune. Il faut bien, à mon avis, rester sur le fait que ce sont les élus qui doivent travailler pour le compte de la commune.
je précise ça parce que c'est vrai que quand on a fait la commission du Langarmagne, pour moi qui s'est bien passé, c'est vrai qu'aujourd'hui, à mon avis, je tiens à le préciser, on doit rester, nous, élus, moteurs et coordonner les commissions et pas laisser des non-élus le faire. Voilà. Ça, c'était une nuance que je souhaitais vous apporter ce soir. Voilà. Voilà, c'était tout. Pas de souci. De toute façon, les commissions, nous les avons déjà ouvertes. Comme dit Laurence, la liste est sur le site. Les gens peuvent s'adresser à la mairie en règle générale, hein, même s'ils n'ont pas le référent de chaque, ou le responsable de chaque commission. Elles sont déjà pour certaines ouvertes à des habitants qui se sont fait connaître. Il y en a sûrement d'autres qui souhaitent participer qu'on ne connaît pas, et effectivement il faut qu'ils le disent, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun interdit. Après, de toute façon, je ne suis pas inquiet sur la conduite des commissions parce que majoritairement, nous sommes les élus majoritaires dedans. Après, comme ça a été le cas sur Langarmagne, moi j'avais demandé à Florent de travailler sur ce dossier. C'est normal qu'il rapporte le travail qui a été fait et tout, mais c'est clair que la décision, elle nous incombe à tout, et in fine, au conseil municipal, il n'y a pas de souci. Simplement une précision par rapport au nombre de personnes qui siègent dans les commissions, elles sont limitées à 12. Et par exemple, pour la commission culture, elle est complète. Voilà. Mais après, peut-être aussi intéressant de changer un peu, de proposer à d'autres personnes, de faire tourner un peu. C'était juste ça aussi l'idée. C'est que c'est vrai que peut-être aussi les gens, ils l'ont peut-être vu dans le nage à Gaulle, mais ils aimeraient peut-être aussi, enfin, ils n'ont pas fait la démarche, peut-être à nous aussi d'aller les chercher, de les pousser. Mais maintenant que je le sais, si c'est complet, peut-être aussi faire tourner un peu pour que tout le monde puisse y participer. Oui, c'est suivant aussi certains points où il y a des personnes que l'on peut prendre qui sont plus intéressantes par rapport, enfin je sais pas moi, à la culture. C'est vrai que petit à petit, on est arrivé à 12, ça c'est venu comme ça, quoi. Ah ouais. Des gens qui se sont intéressés et qui sont rapprochés. Mais il peut arriver qu'une personne ne soit pas là et que quelqu'un et qui ne sont pas élus. Hein. Voilà. Il y a une majorité de personnes non élues. Ouais. C'est vrai que ça s'inscrit dans une démarche d'ouvrir qui relève quand même de l'expérimentation un petit peu pour l'instant. Donc à un moment où il a fallu arrêter quand même un cadre de démarrage qui peut être amené à changer. Mais c'est vrai que pour l'instant, au début c'était un peu fluctuant, puis on s'est dit bon ben on arrête un peu quelque chose, on essaye comme ça, et puis on verra. Mais c'est vrai d'où le fait qu'on est limité donc à une douzaine de personnes pour garder une taille qui permette un fonctionnement. Mais c'est vrai que voilà, l'enjeu c'est aussi d'arriver à faire participer des gens qu'on ne voit pas, qui n'osent pas, etc. Donc ça, voilà, à réfléchir aussi petit à petit, et on les encourage bien sûr, s'il y en a qui nous entendent, ou qui connaissent des gens, qui nous entendent, et qui connaissent des gens qui ne nous entendent pas, mais qui aimeraient participer, à faire passer le mot, effectivement, et puis on verra ce qu'on arrive à faire, quoi. Mais il y a des commissions, en tout cas, où il y a encore de la place, effectivement. Ouais, je voulais ajouter qu'il y a des commissions où il y a des sous-groupes, et ce n'est pas forcément les 12 initiaux qui sont dans les sous-groupes, parce qu'il y a des compétences ou des envies différentes. Hein. Donc c'est plutôt que le groupe qui travaille ne soit pas beaucoup plus que 12, parce qu'après c'est difficile de bosser. Enfin voilà. C'était une intervention parce que c'est vrai que vu que c'est rendu public et c'est important de bien le préciser tout ça, parce que c'est des petites des fois d'inquiétudes qui ne sont pas peut-être justifiées, mais c'est bien de le dire, parce qu'on a un matériel à la pointe, donc du coup... Non, mais c'est vrai que l'envie, c'est d'ouvrir. Hein, voilà, sachez que toutes les idées sont bonnes à prendre. Voilà. Et du coup aussi, par rapport à ce que tu disais au début, on a bien précisé aussi qu'il s'agit bien de groupes de travail. C'est-à-dire que les personnes qui ont envie de s'investir sont les bienvenues si elles ont vraiment envie d'apporter quelque chose. C'est vraiment donc de s'impliquer vraiment activement, quoi. Voilà. Dans les travaux aussi, dans la recherche d'informations. Ce genre de choses, quoi. Oui, c'est vrai que je te rejoins, Mathieu, sur enfin pas l'inquiétude, mais le fait qu'on soit vigilant au fait que les décisions finales soient bien prises par les élus, et uniquement par les élus. Par contre, moi, au contraire, enfin, c'est le terme travail, moi,
j'apprécie beaucoup que des personnes non élues travaillent dans ces commissions et nous apportent, parce que les élus sont incapables en temps de couvrir l'ensemble du travail. Le fait qu'on ait des personnes qui en plus sont des personnes qui ont des connaissances spécifiques sur tel ou tel point, on a des talents sur la commune, ça serait dommage de s'en priver. Et par contre, ce qu'a précisé Gilbert, je crois que c'est très clair, la décision finale est du ressort des élus. Et pas des commissions, puisque la commission propose et c'est le conseil municipal qui décide. Très bien. Oui. Par rapport à la cantine, il y a beaucoup de parents d'élèves qui me posent la question pour le menu végétarien. Oui. Donc, savoir qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce qui a été décidé, et si c'est voulu de la commune de vouloir faire ça. Il y a un courrier qui va partir dans la semaine. Que j'ai remis à Bélinda ce matin, il doit être dans le cahier des enfants. D'accord. Mais je peux vous en dire plus sur ce courrier. C'est vrai que c'est dans le cadre de la loi qui s'appelle la loi Egalim, qui s'applique depuis le 1er novembre 2019 et qui prévoit pour les cantines scolaires sur l'ensemble du territoire français d'avoir un repas par semaine qui soit végétarien. Donc c'est ce qui est prévu par cette loi, qui prévoit plein d'autres choses aussi. Et donc la municipalité va tout simplement entrer dans le cadre de cette loi petit à petit. Et c'est vrai qu'il y a des interrogations, des craintes par rapport à ça. Donc c'est pour ça aussi que j'ai préparé et diffusé ce courrier aux parents, que tu verras sûrement dans le cahier de ton enfant. Donc les questions qui me sont venues, en tout cas, et il peut y en avoir d'autres, donc je précise aussi que justement s'il y a d'autres questions, il ne faut pas hésiter à les poser. Mais les questions qui sont venues, c'est notamment par rapport à l'équilibre alimentaire, les protéines, le manque de protéines, etc. Donc je peux vous lire ce que j'ai précisé dans le courrier par rapport à ça. Donc il y a d'abord de nombreuses études montrent que nous consommons trop de protéines par rapport à nos besoins nutritionnels. De plus, les protéines peuvent être intégrées au menu par des protéines animales, laitage, puisqu'en fait il s'agit d'enlever la viande et le poisson une fois par semaine dans le repas. Mais il y a toujours donc des protéines animales possibles, ou laitage, des protéines végétales de type légumineuse, des pois cassés, des pois chiches, petits pois, etc. Je mets plein d'exemples. Des céréales, là aussi il y a un large choix, des graines, des fruits secs, etc. Donc par rapport à ça, il n'y a pas, au niveau de l'équilibre alimentaire, en fait, il y a toujours moyen de composer pour que les repas soient tout à fait équilibrés, y compris en termes d'apport protéinés. Ensuite, la question la crainte qu'il y avait, c'est par rapport aux producteurs locaux de viande. Donc la réponse est très simple, c'est que quand on parle, alors pour l'instant, en plus quand je dis progressivement, c'est que pour l'instant on part sur un repas par mois qui soit végétarien, pour arriver peu à peu, quand il faut aussi que Maïté se forme et soit à l'aise avec ça, etc. Elle est tout à fait partante, mais progressivement arriver à un par semaine. Faut savoir que pour l'instant, si vous regardez bien les menus, qui sont tous plus alléchants les uns que les autres, on a tous envie de manger à la cantine, mais dans les menus, il n'y a pas tous les jours de la viande qui vient de Najac. Donc l'idée, c'est non pas de supprimer les produits qui viennent des éleveurs locaux, mais le jour où ce serait un repas végétarien, eh bien, ça remplacerait le poisson pêché en Atlantique Nord, certains produits qu'elle est obligée d'acheter surgelés, parce qu'il y a des règles aussi par rapport à ça. Par exemple, tout ce qui est viande hachée, elle est obligée d'acheter du surgelé. Elle achète aussi des produits qui viennent de l'agroalimentaire. Faut pas voilà, même s'il y a un gros effort qui est fait depuis plusieurs années, ça date pas maintenant, de la part de Maïté aussi, justement, pour avoir des produits. Les enfants de la cantine mangent très bien, quoi, hein. C'est une cantine qui est renommée, et donc ça va continuer, quoi. Donc il n'est pas question d'enlever les produits qui viennent de Najac, et au contraire, il y a une volonté de toute façon de tout le monde, que ce soit de nous tous ici, je pense, des parents, de Maïté, etc., de continuer à développer plutôt aussi des produits locaux. Donc ça se fera, ça aussi. Donc voilà, par rapport à ça, il n'y a pas de... Ça ne va rien enlever, et au contraire, même, on veut essayer, même tout en ayant un repas végétarien peu à peu par semaine, d'avoir aussi plus de produits locaux dans la composition des menus, quoi. Bon, toujours par rapport à ces fameux repas,
La loi, c'est juste un projet de loi. C'est pas une loi qui a été votée. C'est un projet de loi. Ce qu'il faut savoir, c'est que le conseil départemental du Cantal ont voté comme quoi il n'y aurait pas ce genre de repas dans leur cantine, premièrement. Deuxièmement, par rapport aux écoles, ça concerne 4 repas par semaine, par rapport aux enfants. S'il y en a qui veulent manger végétarien, ils peuvent très bien le faire à la maison. Ça permet quand même, à l'école, aux enfants de manger un repas avec des protéines, un repas équilibré, premièrement. Deuxièmement, on parle producteur, on parle local, on est en train de travailler dans ce sens, et puis tout d'un coup, j'apprends que la cantine, on peut mettre un repas végétarien, comme si en Ajac, on vient de dire, en Ajac, on a une cantinière qui travaille très bien. Alors je ne comprends pas pourquoi me changer ça. Ça, c'est un peu comme l'histoire des coqs, fin des cochers. Les gens, s'ils viennent en Ajac, s'ils ne sont pas contents du coq, s'ils ne sont pas contents de la cantine, il faut qu'ils changent d'école. Nous, en Ajac, on a quand même des producteurs. Je trouve que ça manque de respect par rapport à eux de proposer ce genre de menu. Et en plus, c'est un menu végétarien qui ne sont même pas produits en Ajac. Donc là, je trouve qu'il y a beaucoup de parents d'élèves qui s'interrogent sur le sujet, quoi. Je tiens à vous le dire. Et je ne voudrais pas que ce soit la fin des années à la fin de cette école, à travers ça. Alors qu'en Ajac, on a quand même la chance de bien manger. Voilà. Moi, je ne vois pas où est le problème, parce que un repas végétarien, c'est un repas sans viande ou sans poisson. Il y en a déjà. Donc, quel est le problème? Alors, attends, Claude, toi qui es producteur de viande, là, oui. Que tu protestes, si tu protestais parce que on prend de temps en temps du steak haché congelé de chez Charal et pas chez toi, je comprendrais tout à fait. Mais on est en train justement de vouloir en mettre un peu plus de production locale dans les assiettes des enfants. C'est très bonne chose, mais ce repas végétarien, il sera constitué de quoi? Il ne sera pas produit localement. Aujourd'hui, quand on fait un repas à la cantine, s'il y a de la viande, il y aura forcément un légume en face. Il n'y a pas de la viande tous les jours. Et il n'y a pas des maraîchers aussi Oui, c'est ce que j'ai dit, c'est à la cantine, quand on met un plat avec de la viande, c'est qu'il y a forcément un légume en face. Donc on fait fonctionner localement, protéines plus légumes. Et là, ça fait toute une zizanie par rapport à la cantine, et ça va diviser les gens, à mon avis. Je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de cette loi, enfin, cette directive Egalim. Si on fait pour les enfants un repas omelette avec des œufs produits en Ajac, tu préfères ça ou plutôt que du saumon pêché à l'autre bout du monde, etc. Est-ce qu'il ne vaut mieux pas essayer de protéger et de mettre en avant les producteurs locaux? Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on essaie de faire rentrer le plus possible de producteurs locaux, d'œufs, de viande, de légumes, de pain, etc. Et qu'on essaie d'avoir du 100%. L'intérêt, c'est pas une filière, c'est l'ensemble de la filière, et qu'on essaie d'avoir 100% de produits locaux sur des circuits courts. C'est ce qui est intéressant. Et ce que dit je termine. Et ce que dit Laurence, c'est que bien sûr les produits sans viande, il en existe peut-être toutes les semaines à la cantine de Najac, et que ça ne change pas les habitudes des enfants, et que on est tous d'accord pour dire qu'on a une cantine de grande qualité, et qu'en plus Maïté est très partante pour cette démarche, et qu'elle ne veut pas se mettre du tout contre l'avis des parents. À la limite, on le fait depuis des années sans que ça se sache. L'idée, c'est aujourd'hui de favoriser encore un peu plus les produits locaux. Ça se faisait une fois par mois à base des œufs. Premièrement, quand on dit que Maïté est tout à fait partante, parce que Maïté, elle est quand même employée par la mairie, et la mairie lui a demandé de faire ça. Donc il ne faut pas mélanger non plus. Moi, je ne sais pas, Laurent, est-ce que tu as rencontré les parents avant d'envoyer le courrier? Comment ils le ressentent, parce que c'est quand même... Disons qu'il y a des parents qui voudraient qu'il y ait du végétarien davantage. Il y a des enfants qui n'aiment pas la viande. Hein. Il y a des enfants qui payent le repas, qui n'aiment pas la viande, qui laissent la viande. Donc il y a des parents... Ben, oui, il y a de tout, Claude. Il y a des parents qui voudraient plus de végétarien, et il y a d'autres parents qui effectivement ont des craintes par rapport à ça, que va manger mon enfant, etc. Donc c'est sûr que c'est un apprentissage aussi, et Maïté, pour le coup, je peux te dire qu'elle est dans une démarche qui est très intéressante,
Parce qu'elle, Maïté, elle prend aussi son travail vraiment comme... elle veut faire plaisir aux enfants, mais elle veut aussi varier les produits, varier les saveurs, etc. Et elle fait même des choses, je ne sais pas si vous avez vu des fois à la cantine, elle met une affiche comme ça, et puis à la fin du repas, elle demande aux enfants, qu'est-ce que vous avez découvert comme goût? Et puis, bah tiens, on a découvert le fenouil, la châtaigne, ils doivent reconnaître comme ça. Et en fait, elle les éveille aussi en fait, à plein de saveurs. C'est génial comme démarche, quoi. Et donc, voilà, c'est un apprentissage aussi, mais c'est pas... non, mais Maïté, c'était un cuisinière, bon, ça, on est tous d'accord. Mais après, bon, elle va faire un menu qu'on va lui demander de faire. Donc soit à travers la mairie ou bien à travers les parents d'élèves. Non, nous, on ne demande pas de faire tel menu. Maïté, elle a toujours fait ses menus et elle va continuer à les faire. Ouais. C'est elle qui fait ses propres menus. Nous, il n'y a personne à la cantine, à la mairie, qui est cuisinier en fait. Moi, juste je pense que Claude, il ne remet pas en cause ni Maïté, ni son savoir-faire, ni le fait de travailler des produits locaux. Je veux dire, ça, c'est pas le débat, en fait. Et je pense que non plus, c'est pas le débat, puisqu'aujourd'hui, apparemment, dans les menus, une fois par semaine, régulièrement, il n'y a pas de viande. Oui. C'est ce que veut dire Claude, en fait, c'est vrai que faire tout, cette zizanie autour de cette obligation, qui n'en est peut-être pas une, parce que ça a été voté dans notre département ou quoi, enfin, je veux dire, finalement, ça fonctionne très bien comme ça. C'est tout simplement ce qu'il veut dire. Voilà. Donc, en fait, le problème, c'est que, en fait, cette approche-là, certains parents ne l'acceptent pas. Alors qu'en fait, peut-être on aurait dû laisser comme ça sans continuer gentiment. Voilà. C'était ça, en fait, je pense, l'approche de Claude. Plutôt que de critiquer, en fait, c'est juste pourquoi en avoir finalement parlé et avoir fait du bruit autour de ça. Parce que c'est pas une obligation. Oui, n'est pas venu de nous. En fait, nous, on a fait des choses avec Maïté qui, encore une fois, il faudrait qu'elle vous dise, mais c'est compliqué pour elle parce qu'effectivement, elle sent qu'il y a un clivage, donc c'est compliqué de se positionner. Hein, elle n'a pas à le faire si elle n'a pas envie. Mais donc, moi, le truc, c'est que c'est dans les menus que c'est apparu, effectivement, qu'il y avait un menu végétarien. C'est venu, je sais pas comment, moi, c'est au conseil d'école, en fait, que les délégués des parents d'élèves m'ont interpellé là-dessus. C'est pas la mairie qui a voulu dire on est volontariste là-dessus. Hein, c'est pas venu de ça, en fait. Moi, c'est au conseil d'école qu'il y a les délégués des parents qui m'ont interpellé par rapport à ça. Et qui ont même voulu faire des réunions, etc., etc. Bon, là, il se trouve qu'on est en période de confinement aussi, donc c'était compliqué. C'est pour ça que, du coup, suite à cette réaction au conseil d'école, je me suis dit qu'effectivement, et Maïté aussi, du coup, a eu des choses qui lui sont revenues. Donc Maïté m'a encouragée aussi à communiquer là-dessus, d'où ce mot qui a été fait pour les parents et qui a été glissé aujourd'hui dans les cahiers des parents. En fait, c'est ça le déroulé des événements. D'accord, mais c'est une obligation ou c'est pas une obligation du coup? Alors c'est une obligation. Alors non, c'est pas une obligation. Si, la loi, elle est votée. La loi, elle est votée. Je me suis renseigné, c'est un projet de loi. C'est pas une loi votée. Elle a été votée, elle est appliquée depuis le 1er novembre. Le truc qui porte à confusion, Claude, si tu peux vérifier, c'est que ça s'appelle une expérimentation. Ça s'appelle une expérimentation. Pourquoi? Parce que pour l'instant, ça s'applique aux cantines scolaires et que c'est une expérience pour voir comment ça marche et voilà, à quel rythme ça va. Sur 2 ans, c'est le statut d'expérimentation, donc jusqu'en 2021, pour ensuite généraliser à d'autres cantines, entreprises, etc. Pour l'instant, c'est une expérimentation sur les cantines scolaires, mais qui est une obligation pour les cantines scolaires. C'est une loi qui a été votée, c'est pas un projet de loi. Écoutez, moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que j'ai quelques retours de parents d'élèves qui ne sont pas d'accord avec ce principe. Et que ça va diviser. Donc après, je le dis en conseil, je vous le dis à la mairie. Donc les parents d'élèves aussi, il y a quand même des parents d'élèves, vous êtes statuairement, comment dirais-je, structurés. Donc à voir si les parents d'élèves ils sont tous d'accord pour entrer dans ce genre de démarche. À savoir que ce que je dis, c'est qu'on est en AJAC, on essaye de travailler avec les produits locaux. Et là, le message n'est pas clair d'un coup. Excusez. Non, mais bon, il y aura la... C'est ma position, après, voilà. Oui, tout à fait. On va donner ce courrier aux parents et on est ouvert à toute discussion après, il n'y a pas de problème. Je précise que c'est une loi qu'elle prévoit un par semaine, nous on veut en faire un par mois alors que ça se fait déjà. Vraiment, je ne vois pas où est le problème, mais on est prêt à tout entendre et à débattre de tout.
plus de 70% des communes l'appliquent, enfin des cantines l'appliquent en France. À Villefranche, c'est le cas. Une fois par semaine, il y a un menu végétarien. Ça, chacun a le droit de dire ce qu'il veut. Moi, Tout à fait. Moi, je mettais ma position. Le principe, là j'ai sous les yeux le texte de la loi, le principe c'est les deux premiers objectifs, c'est 50% de produits locaux, et ça on ne peut qu'y adhérer, et 20% de produits bio. Et c'est ce que dit Laurent, c'est une loi qui est un essai jusqu'en 2022. Mais si on arrive à 50% de produits locaux, moi c'est ce qui me paraît intéressant dans ce projet, mais 50% de produits locaux, si on y arrive, c'est formidable. Mais 50% de produits végétariens, ça n'a rien à voir. Mais on peut y avoir des produits végétariens, ça n'a rien à voir. Et je ne comprends pas. Je comprends pas, il y a 50%. Je mange locaux et je ne mange pas forcément végétarien. Il y a les deux choses dans la loi, j'enregistre. Il y a les deux choses dans la loi. Il y a deux choses. Il y a 50% de produits locaux et 20% de produits végétariens, mais on ne mélange pas les deux. Bio, c'est pas végétarien. Non, mais on ne mélange pas les deux. L'idée de la loi, c'est qu'on amène 50% de produits locaux, c'est un super progrès. Oui, si on arrive à mettre en place dans toutes les cantines des circuits courts. D'accord. Mais ça, on ne met pas en question. Ça, je ne pas en question, mais savoir. Non plus, on ne met pas ça en question. Mais c'est l'idée qu'il faut retenir. Oui. Ce soir. On arrête là, ce soir. J'ai juste envie de rajouter qu'avant, on va faire abstraction du terme végétarien, mais avant il y avait les semaines du goût, et peut-être qu'effectivement dans les semaines du goût il y avait des menus végétariens qui étaient inclus. C'était fait pour amener les enfants à découvrir des saveurs qu'ils ne connaissent pas nécessairement à la maison, etc. etc. C'était très intéressant à ce niveau-là pour éveiller leur curiosité. Et voilà, c'était juste ce que je voulais rajouter, parce qu'en termes de protéines végétales, etc., il y a tout un panel de protéines qui existent, qui peuvent très bien se faire même sur la commune, ou être amenées à faire dans un avenir proche, et que ça ne met pas en péril quoi que ce soit. Et éveiller le goût des enfants, moi je trouve que c'est toujours mieux que... voilà, je dis que ça. Mais l'éveil, c'est important. Si vous voulez, on arrête là. Bon, ce qu'on souhaite, je le répète, c'est surtout pas diviser les gens. Il y aura cette information dans le cahier de liaison des élèves. Et puis, bon, on pourra toujours en rediscuter, mais l'objectif, c'est surtout pas de se monter les uns contre les autres là-dessus. Le sujet est important, certes, mais on en a d'autres à régler aussi qui le sont tout autant. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres discussions, donc je termine cette séance et je remercie tout le monde et notamment nos amis qui travaillent là et qui ont permis de diffuser cette séance. Merci à tous, bonne soirée. Merci.